François Têtu-Desjardins qui va être avec nous pour débuter cette émission en résumé de l'année. Les marchés mondiaux, d'abord, je pense qu'il faut les regarder. Ça n'a pas été facile partout. L'Europe, les marchés émergents, pas l'ail. Oui, effectivement. Ben, en fait, j'ai fait une revue d'émission de décembre 2013 et puis je suis allé chercher là, dans mes notes qu'est-ce qu'on avait discuté à ce moment-là. C'est toujours, comme on dit, l'avenir est imprévisible. C'est difficile de prévoir ce qui va se passer, sauf que quand même, il existe des statistiques. Et j'avais pris certaines statistiques intéressantes parce qu'on avait quand même connu en 2012, on se rappelle, un marché boursier vraiment très, très bon. Hein? Alors, on avait eu des rendements supérieurs à 20 %. Alors, j'avais pris cette statistique-là et en fait, aux États-Unis, depuis 1870, ça avait arrivé à 30 reprises que le marché boursier américain avait produit des rendements supérieurs à 25 %, donc environ une fois sur 5, disons. Et là, on regarde l'année qui a suivi un rendement de 25 % et environ 3 fois sur 4, c'est ce qu'on avait dit, 77 % de probabilité de connaître une année positive sur les marchés boursiers américains. Bon, c'est sûr que l'ampleur c'est difficile de connaître 2 années consécutives de plus de 25 %, sauf qu'on a quand même, on est en territoire positif encore une fois. On avait parlé des taux d'intérêt qui étaient bas, qui le sont encore. Naturellement, au niveau du cycle économique, ça aide quand même au niveau là, des entreprises, l'accélération des profits, l'activité économique aux États-Unis. Puis même, bon, j'avais lu il y a un an, bon, on parlait de bulle boursière. J'ai dit, écoutez, il faut quand même là, revenir avec des évaluations qui sont quand même correctes. Ce qui a fait qu'au niveau du marché américain, c'était quand même relativement bon en 2014, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Qu'est-ce qui n'a pas aidé le marché européen? Bien, c'est au niveau des devises. Bon, guerre, entre guillemets, des devises. On le voit d'ailleurs. Bon, vous avez sûrement parlé là, de la Russie, qui était une dégringolade. Mais par contre, je vous dirais qu'au niveau des marchés boursiers européens, des évaluations intéressantes, même par rapport au marché américain. Je dirais qu'on est dans la situation, dans certains cas, d'aubaine, sauf que c'est sûr que c'est la devise qui a joué contre le marché européen. Le marché japonais, ça c'est une position, comme vous savez, qu'on était long, qu'on avait une position au niveau du Japon, avec une devise de couverture de devise. Avez-vous changé d'idée? Non. Non? Non, j'ai pas changé d'idée. Ah, ça va pas bien au Japon. Non, moi, je crois qu'on va avoir encore une autre bonne année. Ah oui? Oui. Alors, on reste sur notre position au niveau du Japon. On était quand même dans un bas de 25 ans. C'est sûr qu'on n'est pas dans un marché aussi cyclique, sauf qu'on est en situation où les conditions mises en place par les autorités gouvernementales au Japon font en sorte que ça stimule le marché boursier japonais. Qui plus est, c'est qu'on a aussi, naturellement, le Japon, si on regarde la situation du yen, alors on a un yen qui n'arrête pas de se déprécier. Donc, ce qui fait en sorte que, par exemple, si aujourd'hui, vous allez vous regardez pour changer de véhicule automobile, puis vous regardez, par exemple, les automobiles japonaises, là, je ne sais pas, Honda, Toyota ou peu importe, sont à peu près au même prix qu'elles étaient, ou même moins, vous avez plus d'options dans l'automobile pour le même prix que vous aviez, là, il y a, mettons, 5-6 ans. Okay. Donc, situation là, vraiment concurrentielle. En plus, au niveau du Japon, c'est que c'est un des plus gros importateurs de pétrole au monde. Bon, vous avez sur le continent européen aussi, là, je regarde l'Italie en importe beaucoup, etc. Donc, ça favorise, un pétrole bas favorise des pays qui fabriquent des biens, qui les exportent à rabais, comme le Japon. Donc, pour eux, le pétrole est très bas. Ça avantage le Japon. C'est bon pour les marchés boursiers, en tout cas, ce que le premier ministre Abe a pu faire, avec notamment, en milieu d'année, cette poussée d'investissement directement dans les marchés, avec, bien sûr, le plus gros fonds de pension. Il ne faut quand même pas l'oublier. Ça a poussé peut-être, moi, je dirais un petit peu artificiellement, non? Bien, en fait, c'est ça, c'est que vous avez un peu, on reprend un peu le phénomène ou la même approche que les États-Unis ont pris quand vraiment, on dit le malade était vraiment
en situation à l'agonie. Et puis là, à ce moment-là, les États-Unis ont pris les grands moyens. Donc, on dit, on va sortir la planche à billets là, de façon imagée. Et puis, on va racheter nos titres sur les marchés. Donc, on a la même méthode là, qui est faite là, au Japon actuellement pour relancer cette économie-là, mais décalée en termes d'années. Les États-Unis l'ont fait là, 2009, 2010 et ainsi de suite. Alors là, au Japon, on applique la même méthode. Alors, selon moi, 2015 au Japon devrait être une deuxième année consécutive là, de hausse au niveau des marchés. Bon, au Canada. Bon, on avait parlé du plan Nord, plan mort. Non, mais il y a un an. Là, le premier ministre, mais il est pas mal mort, là. Oui, bien c'est ça. Et puis, en fait, aussi, on avait parlé de la compétitivité du Canada sur l'échiquier mondial parce que aussi, il y avait un déplacement de manufacturiers automobiles au Mexique. Une grande croissance des manufacturiers automobiles au Mexique. Alors, ces jobs-là qui partent de l'Ontario... Une usine, là, en fin de compte, elle est là pour longtemps. Alors, une fois que c'est parti, avant que ça revienne, c'est long. Donc, situation de certaines industries plus difficiles à cause de la compétitivité du Canada. Bon, naturellement, la demande moins soutenue des ressources. On verra un petit peu plus loin là, dans ma présentation. On a eu le cuivre qui a chuté dramatiquement. On a eu l'or. Bon, maintenant, on a le pétrole. Donc, on est un pays quand même de ressources naturelles. Les gens se sont toujours, depuis une génération, aimé investir dans les banques canadiennes. Sauf qu'il y a des banques canadiennes qui ont une exposition aussi à ce secteur-là parce qu'ils font des prêts, ces entreprises-là. Donc, il y a des banques qui sont plus exposées, d'autres moins. Vous avez des compagnies pétrolières ou productrices. Donc, à ce moment-là aussi, les résultats risquent d'être moins au rendez-vous. Donc, pour le marché canadien, difficile. On a parlé de prix de l'immobilier au Canada. Assez surprenamment, il y avait eu dans, je crois, des économistes, en février ou mars, on prévoyait une chute de 25 des prix de l'immobilier au Canada. Puis on avait dit, regarde, avec les taux d'intérêt bas, peut-être qu'on va avoir on n'aura peut-être pas de crash, mais on devrait maintenir les prix, ce qui s'est passé naturellement là, cette année. Puis bon, un dollar canadien à la baisse à cause du prix des ressources. Des ressources. Bien, justement, parlons-en. Allons voir les matières premières. C'est un graphique que j'aime bien, qui date quand même de 1900, qui nous parle, ou le graphique nous parle, parce qu'en fait, c'est le grand cycle des ressources naturelles qui comprend, c'est un panier de 33 commodités, donc, basé sur le prix de ces ressources-là. On a vu qu'à partir de l'an 2000, on a eu le grand cycle haussier des ressources, un peu à l'image de ce qu'on avait connu, par exemple, dans les années 50, parce que dans les années 50, la demande pour les ressources était reliée aux infrastructures de l'après-guerre, reconstruction de l'Europe, les infrastructures aux États-Unis. Et là, c'était les infrastructures au niveau de la Chine. On exportait beaucoup de matières premières. Et là, on a, en 2010, là, je pense qu'on a atteint le sommet au niveau des ressources. Et depuis cette période, on n'a jamais regardé en arrière. On a toujours continué de baisser au niveau des prix là, des ressources. Mon petit tableau que je fais à chaque semestre, environ deux fois l'an, on avait regardé il y a un an le recul au niveau de certaines matières premières, commodités. Alors, on avait vu quand même beaucoup de recul. Et en fait, parce qu'on souvent, on mentionnait le discours de hausse de taux d'intérêt, mais je dis, bien, pour avoir une hausse de taux d'intérêt, il faudrait quand même qu'il y ait derrière tout ça de l'inflation beaucoup plus forte. Et on a plutôt un contexte dans beaucoup de cas qui est plus déflationniste qu'autre chose. Donc, si on regarde, par exemple, une des rares commodités cette année qui avait baissé de 20 en 2013, qui était à la hausse cette année, café. Le café. Et ça commence à apparaître à l'épicerie aussi. Là. Oui. Je ne sais pas si tu as marqué, là, mais il y a 2 ans, c'était 12-13 $. Aujourd'hui, tu payes 17 $ pour oui, la grosse effectivement, 17-18 $. Ça a monté pas mal. Oui, effectivement. Ben, on va s'en regarder un petit peu pour la fin de l'émission. C'est déjà terminé, mais puis on se donne rendez-vous la boule de cristal.